Voilà. Merci. Avec plaisir. Allez, voilà, mais du coup, comme on vous l'a dit, moi je m'appelle Mickaël, ça c'est fait. Ce qui est important, c'est que je vais vous présenter l'histoire de mon petit couteau de poche. Alors voilà, l'histoire de mon laïeul pliant. Mon couteau commence à passer partout, il a déjà à peu près 200 ans. Si on remonte un petit peu dans son histoire, il y a 200 ans, le couteau qu'on avait dans les poches, c'était plutôt quelque chose comme ça. Ce que maintenant, à l'heure actuelle, pour le différencier avec le laïeul moderne, on va appeler un laïeul antique, ou un laïeul à montage de droit. Pour arriver à ce qu'on connaît maintenant, cet antique, il a fallu le marier à une Espagnole. C'était pas évident il y a 200 ans de faire rencontrer les Aveyronais, les Espagnols. Tout ça, ça a été possible grâce à la rudesse des hivers. Chez nous, il neige à peu près 6 mois dans l'année, on va dire, les sols sont gelés quasiment en permanence. L'hiver, du coup, niveau agriculture, c'est un petit peu raté. Les jeunes, pour gagner de l'argent, à cette époque-là, ils avaient trouvé la solution. Ils allaient faire des saisons de bûcheronnage. Ils allaient passer l'hiver à couper du bois, notamment dans les Pyrénées, côté français ou côté espagnol, en fonction de ce qu'ils trouvaient. Mais c'est comme ça qu'un beau jour, au printemps, il y a un petit gars du coin qui remontait avec dans ses poches notre fameuse espagnole, une Navarra. Bon, vous excuserez mon accent pour le coup complètement aveyronais. Et là, on a un couteau traditionnel espagnol que eux connaissaient par cœur, mais que nous, on n'avait jamais vu. Comparé à mon vieil antique, des manches travaillées, des lames effilées, le couteau, il a un petit peu fait sensation quand il est remonté ici. Et le jeune, il ne s'est pas gêné, il a fait faire le tour du village en faisant un peu le cagou, et que tu as vu comment il est beau mon couteau, et que tu as vu comment il est beau mon couteau, normal. Tout ça, ça s'est bien passé jusqu'à ce que ça arrive entre les mains du forgeron. Forgeron du coin, pragmatique, lui, tout de suite, il prend le couteau en main, il dit ouais, c'est vrai qu'il est joli, mais il n'est pas commode. Le manche est très courbé, on l'a pas très bien en main. Bon, là, la effilée, d'accord, mais regarde-moi ça. Tu as une sécurité là qu'il te faut les deux mains pour fermer ton couteau. Finalement, ton truc, ça vaut rien. Laisse-le moi, va, je vais t'en faire quelque chose de mieux, tu dis. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a pris la Navarra, qu'il a complètement démonté. Il a pris un antique, qu'il a démonté, peut-être celui qu'il avait à la poche. Il a essayé de mélanger les deux pour garder l'avantage de tout le monde. C'est comme ça qu'il est arrivé au laïeul moderne. Rien qu'au niveau forme, on trouve le lien de parenté entre ces deux-là et celui-là. Il n'y a pas que la forme. Là où il a eu une bonne idée, c'est de faire apparaître sur le manche aux extrémités les deux parties métalliques qu'il a piquées à la Navarra. Ça, c'est ce qu'on va appeler des mitres de protection. Si vous voulez, c'est un petit peu les pare-chocs de mon couteau. Déjà, sur le manche, elles vont faire du poids, ça va l'équilibrer. Si jamais il vous échappe, ça va le faire tomber droit. Et en plus, quand il va arriver par terre, ça va encaisser les chocs. Taper comme ça un couteau comme mon vieil antique, je ne m'amuserai pas à le faire. Avec le peu de matière que j'ai entre les rivets et le bord du manche, je risquerais d'éclater. Voire même de le fendre tout le long du manche en suivant les veines du bois. Un couteau comme mon antique, à l'heure actuelle, un couteau où il n'y a pas du tout de mitre, on va dire qu'il est monté plein manche, que c'est un couteau plein manche. Voilà, c'est toujours un terme technique qui passe dans le feu, il n'y a rien senti. Hop, ça c'est fait. Bon, sauf qu'en plus de la forme et des mitres, il y a pas mal de choses qui ont évolué sur mon laïeul, notamment on y a rajouté des outils dessus, en plus de la lame. Et le premier qu'on a rajouté, c'est celui qu'on avait le plus besoin dans la région. Le tire-bouchon. On a cette réputation, nous, dans le coin, ou c'est juste une envie perso? Non, nous, celui qu'on avait besoin dans la région, il y a, on va dire, 200 ans, au milieu du 19e siècle, 1840-60, c'était plutôt celui-là. Ce que maintenant on va appeler un poinçon, mais qui à l'origine était vraiment un trocard. Cette pointe, elle servait ni plus ni moins qu'à sauver la vie des animaux. On est dans un pays aux hivers rudes, ça on l'a dit, mais on est surtout dans un pays d'élevage. Vaches ou brebis, c'est des animaux qui vont passer toute la mauvaise saison à l'intérieur à manger que du foin. Quand arrivent les transhumances, on sort les troupeaux, on les monte à l'estive, et voilà tous nos animaux qui se retrouvent les pieds dans l'assiette, et une assiette pleine d'herbe verte, bien tendre, bien grasse au début du printemps, mais malheureusement bien chargée en azote. Et l'azote dans la panse, les animaux, ils le transforment en méthane, qui météorise. En général, ça vous parle, ça, les vaches qui pètent et qui font des trous dans la couche d'ozone. Ça vient de là. Là où c'est moins drôle, c'est qu'à force de météoriser, la panse, elle enfle, un peu comme un ballon de ruche, ça va te bousculer un petit peu tous les organes internes, voire même comprimer les poumons et faire brûler la popote étouffée. Le seul moyen qu'il y avait pour lui sauver la vie, quand on trouvait une bête en état de météorisation avancée, comme on dit, c'était d'attraper de l'aïeul, dégainer le poinçon, le trocard, et directement lui percer la panse. C'est pas super sympa comme traitement, je suis d'accord, mais entre un trou dans le ventre et mourir étouffé, je crois que j'ai autant de trous dans le ventre. Donc du coup, ouais, on disait 19e, milieu 19e, pardon, 1840-60 pour le poinçon, et c'est à ce moment-là qu'on a connu une vague d'exode massive dans la région. Les jeunes, ils sont partis tout simplement parce qu'ici, il n'y a plus moyen de gagner d'argent. Il y avait le droit d'aînesse qui s'appelait à cette époque-là, c'est-à-dire que dans les familles, au moment de l'héritage, il n'y avait que l'aîné qui héritait de tous les biens, et les autres, rien du tout. Ça évitait les guerres au partage, puis nous, ça gardait les terres d'un seul tenant, et ça évitait d'éclater les fermes, c'était pas mal. Alors, sauf que c'est bien joli tout ça, mais quand on n'est pas l'aîné, au moment de l'héritage, des fois, on a une famille à assumer quand même, il faut bien continuer à vivre. On
Donc les jeunes, ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés de partir. Partir à l'époque de chercher du travail, ça voulait dire, comme on dit chez nous, monter à Paris. Les Aveyronais sont montés à Paris faire un porteur d'eau à la base. On est passé chez les gens, on a été les faire boire, ça s'est bien passé pendant un moment, mais les évolutions technologiques faisant leur petit bonhomme de chemin, on a vu tout le monde avoir l'eau courante à Paris. Il est au courant, petit peu besoin de porteur d'eau, voilà, des Aveyronais, avec encore un coup, bien à faire pour payer les factures. Bon, on était un petit peu, quand même, un petit peu de suite dans les idées à l'époque, on a dit on va continuer à faire boire les gens, mais cette fois c'est eux qui vont se déplacer. On va ouvrir des cafés, des bistrots, des troquets, des restaurants, des brasseries, c'est assez connu ça quand même. Les Aveyronais à Paris, notamment sur les champs, dans le 15e, quelques belles enseignes qui sont appartenues par les familles de la région. Ça c'est pas mal. C'est de là qu'ils viennent, troisième outil, on y arrive. Oui, parce que maintenant qu'on était devenu garçon de café à Paris, et de retour au pays voir la famille ou en savoir, on est passé voir le coutelier du coin en lui disant que s'il trouvait le moyen de nous monter un tire-bouchon sur le laïeul, ça serait quand même vachement pratique au travail. Et puis ça nous faudrait qu'un seul outil à la poche toute la journée, ça serait quand même commode. C'est comme ça qu'on a vu apparaître ce petit tire-bouchon et se démocratiser fin 19e, en 1880. C'est pour ça que maintenant on va parler comme ça. On va dire dans l'aïeul que c'est un laïeul une pièce quand il n'aura que la lame, qu'un seul outil, si vous voulez. Ça sera un laïeul deux pièces, du coup quand il aura deux outils, la lame et un autre. Donc on dit deux pièces poinçon ou deux pièces tire-bouchon. Ça sera donc le laïeul trois pièces quand il aura les trois outils, la lame, le tire-bouchon et le poinçon. Bon, c'est bien joli, mais poinçon, tire-bouchon, tout ça, on n'a toujours pas fait un couteau. On va quand même parler un petit peu de l'élément principal, de l'outil principal du couteau, à savoir les lames. Ici, à la coutellerie Honoré-Durand, on va utiliser trois types principaux de lames. Tout d'abord, on va utiliser celle-là. Là, c'est la lame traditionnelle, c'est la lame en acier carbone. Si jamais c'est celle qui a tendance à noircir comme ça en s'oxydant et qui du coup donne un petit peu mauvais goût aux aliments. On en a des fois sur les couteaux de cuisine, les couteaux d'office. Là, c'est typiquement la lame qui fait se rappeler que l'aïeul, c'est un couteau qui s'essuie et qui ne se lave pas. Gardez bien ça en tête si vous voulez que votre aïeul fasse plusieurs générations, comme ça doit être le cas, qu'il faut le préserver de l'eau. Jamais de la vaisselle, c'est un gros mot chez nous, mais pas sous le robinet, pas au fond des lits, etc., etc. Surtout avec les lames carbone. Pour pallier à ça, à ce côté oxydation, on a eu l'idée de faire des lames en inox, en acier inoxydable. Des lames comme ça qui du coup vont bien rester brillantes. On va tendre le coup tout de suite à l'inox 440. Ça parle à certains d'entre vous, ça, l'inox 440? Ouais, ça valait rien. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, l'inox 440, il y a une quinzaine d'années, les couteaux d'inox étaient faits dans ce qu'on appelle de l'inox chirurgical, qui est prévu pour faire des scalpels et des bistouris. Sauf que c'est pas du tout la même chose qu'on attend d'une lame de scalpel et d'une lame de bistouri. Ce 440, il ne vaut rien pour faire des couteaux, parce qu'il est très dur à affûter, il ne va pas garder le fil. Au bout d'une semaine, ça ne coupe plus rien, vous pouvez le repasser à l'atelier. Du coup, quand on va parler inox, nous, à la coutellerie Honoré-Durand, on va parler acide de chez Sandwich, et on va parler inox 12C27, d'un standard. Là, on a vraiment un inox qui est prévu pour de la coutellerie, qui va avoir une qualité tranche, une facilité d'affûtage et une longévité de fil qui sont cohérentes avec ce qu'on attend d'un couteau. Mais depuis 6 ans, à peu près, il y a une nouvelle formule qui a été brevetée. Là, c'est une petite révolution pour nous. Ce 14C28. Alors, ça fait des noms barbares. On va dire 14C pour la nouvelle génération et 12C pour l'ancienne. Moi, s'y retrouvera plus facilement. Et ce 14C28, c'est vraiment un inox qui a été retravaillé au niveau des pourcentages de composants pour le rendre plus tendre, plus facile à affûter, et qui est boosté à l'azote liquide pendant sa fabrication. Ça, c'est la technologie des lames de rasoir, vous savez, Gillette et compagnie. Ça va lui aider à garder le fil. Tant et si bien qu'avec un inox comme ça, techniquement, on va être aussi bon que la lame traditionnelle en carbone, à un coup de fusil près si vous avez insisté un petit peu dessus. Mais par contre, on va garder ce côté inoxydable, on ne va jamais noircir, jamais donner mauvais goût. Le problème, c'est que pour reconnaître des lames sur un couteau neuf, c'est pas évident. D'un carbone à un inox, si on a un petit peu l'œil, on y arrive. D'un inox à un inox, si on vous dit pas que c'est pas marqué dessus, vous n'avez aucune chance. Du coup, on a été obligé de mettre en place un petit code couleur. Quand vous allez voir un couteau avec une pastille rouge sur la lame, le rouge, ça veut dire attention. Ça veut dire que c'est la lame qui va noircir, qui va donner un petit peu mauvais goût, c'est la lame traditionnelle à l'acier carbone. Quand il n'y a rien, c'est la lame en inox standard, c'est le 12C27. Et quand vous voyez la petite pastille bleue, vous savez que vous êtes en présence du 14C28. Les couteaux qui ont une lame bleue comme ça, vous êtes sûr comment ils sont montés avec ce qui se fait de mieux en inox en coutellerie probablement. Une lame qu'on va utiliser, mais qui est encore au-dessus, qui est même bien au-dessus. Et là, on va changer un petit peu de catégorie. Je m'approche un petit peu pour vous montrer la lame en acier Damas. Le Damas, c'est un petit peu spécial. Toutes les lames que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, elles étaient faites d'une seule couche d'acier. Carbone, inox, peu importe, mais avec une lame comme ça, elle va être composée de pas moins de 80 à 120 couches d'acier repliées sur lui-même. En fait, le Damas, c'est ce que notre forgeron va être en train de forger au fond du musée. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu le temps d'aller le voir. Si vous n'avez pas eu le temps, je vous invite à y aller. L'idée pour faire du Damas, en fait, c'est qu'on va partir d'une trousse, comme ça. Une trousse, pour nous, c'est ça. Ce petit pet d'acier dans lequel on a intercalé des aciers de composition différentes. Un acier tendre, un acier dur, un acier tendre, un acier dur, etc. Tout ça soudé ensemble pour pas que ça bouge.
Et le forgeron, il va nous mettre ça à la forge. Et la vraie, si vous y êtes passé, ça chauffe, hein. Elle souffle vraiment, quoi. Le four, il lui souffle entre 1000 et 1300 degrés. À titre de comparaison, le bois, par exemple, brûle à 350. Ça veut dire que devant la forge, il est à peu près 3 ou 4 fois plus chaud que vous devant le barbecue, quand vous coulez d'un mètre, parce que ça commence à transpirer. Voilà. Et il va y rester toute la journée à attendre que sa trousse devienne de la bonne couleur, pour pouvoir la sortir, la poser sur la plume et commencer à taper dessus. Parce que ce qu'il va vouloir faire, c'est étirer son petit pain d'acier, pour pouvoir le replier après sous lui-même. Et il va recommencer chauffage, martelage et étirage, et repliage. Exactement comme on fait de la pâte feuilletée en cuisine, si vous voulez. On étire, on replie, mais avec un petit pain d'acier. Normal. Et à la fin d'une journée de travail, on compte à peu près 8 heures d'emplume pour transformer une trousse en feuille d'acier damas. Ça, c'est ça. Et là-dedans, j'ai à peu près 80 à 120 couches de l'acier. On monte à 320, des fois on fait un 6e pliage, mais esthétiquement, on y perd presque l'équipement légal qu'il faut. Du coup, on va s'arrêter là. Sauf qu'à la fin de la journée de travail, bonjour, regardez, j'arrive à tailler 2 lames. Entre 2 et 6 fils, on va dire, en fonction du nombre de couches qu'il peut avoir. Mais les qualités de la lame et l'esthétique de la lame associée au savoir-faire et à la quantité de travail que ça demande explique que le prix quand même nettement supérieur de la lame damas. Mais bon, qu'elle soit en damas, qu'elle soit en inox ou qu'elle soit en carbone, votre lame, il va falloir l'entretenir de toute façon à la maison. L'entretenir, ça veut tout simplement dire l'affûter. Affûter une lame, c'est très simple. On a des outils facilement disponibles. On a le fusil comme ça, et on a la pierre. Les deux sont faciles à avoir à la maison. La pierre, on va lui tendre un petit peu le cou tout de suite parce qu'en fait, ça ne sert pas vraiment à affûter un couteau. Une pierre, ça va servir à affiler une lame, à refaire le fil de la lame. C'est-à-dire qu'en fait, une pierre va être quelque chose de très abrasif, un outil qui va travailler très fort sur la lame, vous arrachez énormément de matière à chaque fois. Si vous ne servez que de la pierre pour entretenir régulièrement le tranchant du couteau, moi ça m'arrange. Parce qu'à la vitesse où vous allez user la lame, on peut même dire à la vitesse où vous allez bouffer la lame du couteau, vous repassez le bois pour changer la lame, changer le couteau, donc pour moi c'est bien. Pour vous, c'est pas top, du coup, on va plutôt préférer avoir le fusil à la maison. Un fusil, à l'inverse, ça va être un outil de précision qui va travailler tout en douceur pour affiner et raligner le fil du couteau. Et affûter un couteau, c'est pas très dur. Je vais vous montrer, regardez. Première chose, attention, il faut suivre, un fusil, ça se tient par la poignée. Ça va jusque-là. Du coup, si on le tient par la poignée, on se sert de la mèche pour affûter. Pour affûter un couteau, on part de la poignée de la mèche, et à l'inverse du talon de la lame, vous avez vu, et on va tirer dans un geste confortable et naturel, toute la longueur de la lame sur toute la longueur de la mèche, jusqu'en bas. Le geste au fusil, c'est un coup dessus, un coup dessous. On repart dessous, la pointe du fusil, le talon de la lame, et on tire toute la longueur de la lame sur toute la longueur de la mèche à chaque fois. Là où il va falloir garder un petit peu le geste en tête, là où ça va être important, c'est qu'il faut faire ce geste en imaginant toujours qu'on va découper une bonne tranche de jambon ou une bonne tranche de rôti, si vous préférez, dans le fusil, et surtout jamais aller tartiner du beurre dessus. Si vous tartinez, que vous passez à contresens, vous allez travailler sur le côté de la lame, mais toute la matière que vous allez arracher, elle va se retrouver où? Devant, sur le fil. Ça va vous faire un fil granuleux, un couteau qui accroche tout de suite, et c'est pas ça qui coupe. Ce qui va couper, c'est un fil bien lisse. Donc, on découpe toujours une bonne tranche de jambon et une bonne tranche de rôti. Un fil bien lisse et bien régulier. C'est pour ça qu'on y va doucement. Ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est la bonne vitesse pour affûter les couteaux à la maison. On n'est pas tous cuistots professionnels ou chefs métiers. On ne fait pas tous 50 fois par jour depuis qu'on a 14 ou 16 ans. Eux, pour affûter un couteau, ils savent le faire, ils le font vite. Nous, il faut qu'on y regarde un petit peu à la maison. On n'est pas stressé, on n'a personne au comptoir, on n'a personne qui attend en salle. Du coup, on prend notre temps. Ce qui va être vraiment important, quand on va affûter un couteau, c'est de garder un angle constant de 30 degrés entre la mèche du fusil et la lame du couteau. C'est là où c'est un petit peu confus, c'est un petit peu technique. L'idée, en fait, elle est simple. Si on dit 30 degrés comme ça, c'est facile à comprendre. Si je me mets à plat 0 degré, que je commence à y aller, à part rayer ma lame, je ne vais rien faire de bon, on est d'accord. Si je pars à l'inverse, à l'éclair à 90, à part casser le fil, je ne vais rien faire de bon. Du coup, entre les deux, on va se chercher à peu près 30. À peu près. En fait, dans l'idée, vous partez à l'éclair à 90, vous cassez à la moitié pour être à 45, et puis vous fermez un petit peu, vous êtes à peu près à 30, allez pas me chercher le rapporteur, le compas, et vous faire je ne sais pas quel nœud au cerveau. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez votre angle, vous le gardez, vous appuyez un petit peu quand même, il faut user la lame, et vous tirez toute la longueur de la lame sur toute la longueur de la mèche, à chaque passage. Parce que si jamais vous prenez en 2 fois, vous n'avez absolument aucune chance à la reprise d'avoir exactement le même angle. Forcément, il y avoir un décalage. Et du coup, ça vous fera tout de suite moins bien. Un coup dessus, un coup dessous. Et dessous, on fait pareil, on s'arrête 90, 45, 30. Et on y va tranquillement. Et si vous faites ça
une fois ou deux, si on dit qu'un coup dessus, un coup dessous, ça fait un coup de fusil, si vous passez un coup ou deux, vous récupérez un couteau qui coupe. Je dis un ou deux parce que ça va dépendre de vous et de votre couteau, de ce que vous en faites. Si vous avez un couteau qui est monté en 14C28 qui vous sert exclusivement qu'à manger, qu'à table, vous allez attraper le fusil une fois toutes les lunes, vous allez passer un coup dessus, un coup dessous, vous retrouverez un couteau qui coupe, sans problème. Si c'est un couteau qui vous sert à bricoler ou au boulot, qui va dépalettiser toute la journée, couper les cerclages en plastique, etc., on va peut-être insister un petit peu plus régulièrement, mais passer un petit peu plus à la table. Ça, c'est vous qui voyez. Un petit coup un peu loin, vous attrapez le fusil. Ça sert à rien de tomber non plus dans l'extrême inverse. Comme ils faisaient, moi j'ai les anciens, l'image des anciens, à la maison, ils ne pouvaient pas s'empêcher, dès qu'ils sortaient de table, d'attraper le fusil frénétiquement. Alors c'est vrai qu'ils se faisaient des couteaux du coup, mais alors là. Voilà, tout ça, ça va être valable tant que vous allez respecter et entretenir votre fusil. Je vous l'ai dit tout doucement tout à l'heure, un fusil c'est un outil de précision, et tous les outils de précision sont fragiles. Alors si vous permettez de me jeter ça dans un tiroir là, dans la cuisine, en général le fusil, le pauvre, il finit au fond du comptoir là-bas, dans le tiroir, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Les emporte-pièces, les trucs du téléachat qui n'ont jamais vraiment marché. Toujours il coince un peu ce tiroir, à chaque fois qu'on l'ouvre pour le faire, mais il y a tout qui bouge dedans. Mon pauvre fusil au milieu, il va prendre des chocs de partout. Et quand vous allez l'attraper, vouloir affûter, vous sentez en passant le couteau que ça accroche dessus. Et un fusil, quand il accroche, au lieu d'affûter le couteau, il va émousser le fil, il va faire le travail inverse. Vous vous énervez, vous avez des couteaux du couteau. Alors qu'entretenir un fusil, c'est facile, regardez. Vous le pendez à son petit anneau et terminé. Vous le laissez tranquille, et un fusil comme ça, il vous affûte les couteaux pendant 15 ans, sans problème. Mais franchement, on dit 15 ans, mais un usage domestique, si vous en prenez un petit peu soin, vous ne changez pas de fusil. Donc, comme ça, et c'est parti. Allez, moi je vais avoir à peu près fini de parler des choses sympas. Je vais être obligé, 5 minutes, de parler des choses qui fâchent. Je vais être obligé de parler de ça un petit peu. Vous les reconnaissez? Copie, non. C'est du laïeul chinois, c'est du laïeul de supermarché, c'est ce que vous trouvez par 6 à 15 ou 20 euros. Ou pour dire, même votre assureur, il vous en offre des boîtes, des fois c'est mauvais signe. En fait, ça va être du laïeul d'importation chinoise. Mais c'est pas un faux, c'est pas une copie, c'est pas une contrefaçon. En fait, quand on va parler d'un couteau laïeul, il n'y a jamais eu de marque, il n'y a jamais eu de brevet pour le déposer. Quand on va parler d'un couteau laïeul, on va tout simplement parler d'un couteau qui a cette forme. C'est pas un type de couteau, c'est pas une origine, c'est pas un couteau de l'aïeul si vous voulez, c'est vraiment juste une forme de couteau. Vous, moi, n'importe qui, quand on fait un couteau comme ça, il a cette forme, on a fait un laïeul. Ça c'est un laïeul, et ça c'est un laïeul. Il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. Par contre, il y en a un qui est de meilleure qualité, on va même dire qu'il y en a un, c'est de la camelote, hein, avec ce qu'on a parlé de l'importance des lames sur un couteau, là, avec ça, pour couper du beurre mou, vous faites rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les transforme en scie. La micro-denture sur un couteau, comme ça, de table, en général, c'est une mauvaise lame. Nous, à l'aïeul, on ne fait pas des scies, on fait des couteaux. Déjà, s'il y a ça, vous êtes sûr qu'il y a pas. Par contre, regardez ce qu'il y a dessus qu'ils n'ont pas oublié. Il y a une petite abeille, là. Elle est belle, en plus, ça se voit bien. Oui, c'est un symbole probablement le plus connu sur les couteaux l'aïeul, on est d'accord. Du coup, ils ne l'ont pas oublié. Ça n'a absolument aucun gage d'authenticité, ça ne veut absolument rien dire. Même en général, celui qui vous dit que c'est à l'abeille qu'on reconnaît un vrai l'aïeul, c'est vous qui n'y connaît rien, et ça arrive, mais dans ce cas-là on se fait. Ou alors c'est qu'en général, ils essayent de vous fourguer ça. L'abeille, pour tout vous dire, même on ne sait pas pourquoi traditionnellement on frappe l'abeille sur les couteaux. Il y a bien des gens qui en aiment bien se raconter sur Napoléon, qui aurait permis les Aveyronais de frapper ce qui était quand même le sceau impérial, à l'époque, l'abeille, sur nos couteaux pour nous remercier de tellement qu'on se battait bien dans son armée. Bon, faut pas trop y croire, ça c'est les histoires de fin de repas de famille, quand on va tous un peu changer la mule, faut pas nous faire confiance là-dessus. L'abeille, on ne sait pas. Autre symbole très connu, quand on parle de ça. Sur un des flancs du couteau, peut-être que vous le connaissez, sinon sur un fond noir, ça peut peut-être arriver à se voir jusqu'au fond. Vous avez des rivets comme ça sur un des flancs qui va former une croix. Je vois, vous l'avez au fond aussi. La croix, on va appeler ça la croix du berger. C'est un petit peu plus authentique, on sait un peu plus d'où ça vient. Mais en fait, les bergers, si on remet un peu dans le contexte, à l'époque, quand ils accompagnaient les troupeaux en transhumance, ils ne redescendaient pas dans la vallée faire la fête avec tout le monde le soir. Ils restaient avec les troupeaux, ils les encadraient tout l'été, on les revoyait dans la vallée, que à la mauvaise saison, quand il fallait rentrer les bêtes. Du coup, pour pouvoir s'adonner à leur foi pendant tout l'été, ils avaient trouvé une astuce. Avant de partir, ils faisaient venir le laïeul, et comme ça, où qu'ils soient, ils n'avaient plus qu'à le planter dans un morceau de pain, un morceau de fromage ou même un même de sol, ils avaient toujours avec eux une croix pour pouvoir faire la prière. Voilà, et au gré des troupeaux, au gré des alpins. C'est pour ça qu'on va appeler ça la croix du berger. Par contre, là-dessus, ça n'a absolument aucun gage d'authenticité non plus. Si je vous montre ces deux-là, il y en a une belle, là, elle se voit bien, celle-là, on ne peut pas la louper. Bon, elle est au mauvais endroit, elle est contre la lame, on est d'accord. Nous, traditionnellement, on va plutôt la mettre au vis central. Et ça, c'est les Pakistanais qui nous les envoient, il faut les excuser, il y a une balle ailleurs tous les dimanches, vérifier comment on fait.
Ça, c'est typiquement le genre de couteau, vous savez, que vous trouvez sur les marchés ou dans les bureaux de tabac des places touristiques. Essayez de vous faire passer ça pour du Laïol authentique à 30, 40 euros couteau. Ça, débarquer du bateau au Havre, ça vaut entre 80 centimes et 1,20 € pièce, chacun quand même. Et des machins comme ça, là, les chinoiseries, débarquer du bateau au Havre, transport compris, à chaque fois, c'est entre 20 et 2 centimes pièce. Les machins là. Et par contre, faut pas se leurrer, hein. Même combat pour les couteaux, là, c'est des couteaux fabriqués par des enfants de 8 à 10 ans, à grand coup de feu pour augmenter les cadences. Donc essayez de pas trop vous faire avoir, parce que c'est pas évident. Nous, à notre échelle, on peut absolument rien faire pour protéger le couteau dans son ensemble. Maintenant, quand on va parler des pots de marque ou de brevet, il y a des délais légaux depuis toujours qui sont de 20 ans pour un brevet, par exemple. 20 ans et un jour. Moi, je vous ai dit au début, mon couteau, il a 200 ans. Donc on peut absolument plus rien faire à notre échelle. Alors vous allez me dire, t'es mignon toi, mais depuis tout à l'heure, tu nous parles d'un couteau qui a la même forme, qui a la même abeille, qui a la même petite proie. Comment on fait pour s'en sortir, nous, pour les reconnaître, les vrais défauts, enfin les bons des mauvais? Courage. Les rivets. Les rivets, l'alignement des rivets, ça a été valable jusqu'à il y a entre 5 et 10 ans. Maintenant, ils les alignent. Je peux rien dire à ça. Il y a une histoire de rivets cachés sur les montages que j'en ai championnés, des petites choses comme ça. Le poids, ça peut jouer sur des couteaux comme ça. Quand on parlait des mitres, quand on parlait des mitres tout à l'heure, qui sont de véritables petits pare-chocs, là on est juste sur de la tôle collée sur du plastique. Et c'est pas évident, mais c'est pas automatique. Il n'y a vraiment rien, un couteau qui sort d'une poche, d'un tiroir, d'un sac à main, à part avec vraiment l'œil, c'est pas évident pour reconnaître, on va dire, un couteau de montage français, un bon couteau en tout cas, d'un mauvais couteau. La seule chose qui va vous le garantir à coup sûr, et quand on n'a pas vraiment le coup d'œil, ça va être au moment de l'achat. Ce petit certificat, ce petit bonne garantie. Fait certificat d'authenticité et bonne garantie en même temps. Il va y avoir plusieurs choses. C'est un petit peu complet, une bonne garantie, mais vous allez voir. Il va y avoir déjà toutes les cordes, enfin, tout le logo, pardon, et le nom de l'entreprise qui vous l'a vendu. Ça déjà, on va s'engager. L'entreprise, elle va s'engager. Elle va marquer noir sur blanc aussi tous ses métiers, toutes ses prétentions, pour garantir son travail. Nous, par exemple, on va marquer qu'on forge. On est fabricant de couteaux. Et ça, sur l'Aïol, on n'est que deux à pouvoir se vanter de vous proposer un Laïol fabriqué à l'Aïol. C'est-à-dire qu'on a les métiers de coutelier, vous allez voir tout à l'heure en partie, ça pour faire tout le montage, tout l'assemblage et le façonnage, le polissage que vous verrez. Mais on a également intégré tous les métiers de forgeron, pour découper nous-mêmes nos lames, faire nos émotions, enfin tout le travail de fabrication des pièces, on fait ici aussi. C'est simple, il y a les voisins et nous. Les voisins, ils vont avoir une fabrication un petit peu plus industrielle, nous on va vraiment se revendiquer, vous le verrez, artisan coutelier. C'est-à-dire que la personne que je vous présenterai tout à l'heure, comme tous nos artisans, quand ils prennent les éléments constituants d'un couteau, ils commencent un couteau, ils l'amènent jusqu'à la fin. Ils le finissent complètement. À aucun moment, il n'y a personne qui intervient sur leur couteau, ils ne se passent pas de main en main. Sur l'Aïol, ça va être un petit peu compliqué pour s'y retrouver au niveau du commerce du couteau. Dans le commerce du couteau, je vous ai dit déjà, vous avez les deux fabricants. Après, beaucoup, vous les avez, ils sont monteurs, assembleurs. Ils vont avoir, c'est vrai, fait tout le montage, tout l'assemblage, et la fabrication des pièces. Ils ne l'auront pas fait, c'est des kits qu'ils auront achetés dans le meilleur des cas à tiers. Jusqu'ici, on arrive à avoir des beaux couteaux. Il reste aussi un troisième type de commerce, même dans le village, c'est les boutiques. Les boutiques, elles nous embêtent un peu plus parce que déjà, ils n'ont jamais fabriqué un couteau de leur vie. Hein. Ils vont se contenter de les acheter, de se fournir un couteau et de vous les revendre. Et c'est vrai que des fois, eux, on a vu passer des lots qui n'étaient pas partis au marché, en boutique, à l'Aïol, ça fait un petit peu mal au ventre. Ça s'est quand même pas mal calmé, mais faites attention, c'est pas forcément du zéro. Du coup, quand déjà c'est marqué noir sur blanc sur un certificat, sur un bonne garantie à côté de notre entreprise, on est plus tranquille. Après, on a dit que c'était un certificat de garantie aussi. Du coup, il va falloir toutes les coordonnées complètes de l'entreprise, au cas où il faille la retrouver pour faire marcher la garantie. Nous, au niveau garantie, on va être sur une garantie à vie. Mais sur les vis de fabrication, par contre, attention. Les vis d'usage, genre passage au lave-vaisselle, j'ouvre des huîtres au réveillon, je m'en sers de tournevis parce que j'ai que ça, on peut réparer, mais on ne prendra pas en garantie. Par contre, pour une petite abeille qui se dessoule d'une pièce qui casse qui n'aurait pas dû, vous n'hésitez pas, vous mettez le couteau dans un colis, vous nous l'envoyez, on répare, on remplace, on vous le renvoie, on ne demande rien. On les frais de force si vous ne pouvez pas passer. Ça, c'est important aussi. Et un certificat, il va vous faire aussi certificat d'authenticité, c'est-à-dire que noir sur blanc, on va avoir tout le descriptif du couteau auquel il est associé. Un certificat, c'est pas quelque chose de générique pour dire genre oui, tout ce que je vous ai vendu, c'est du Laïol. C'est vraiment un certificat par couteau. Vous allez avoir repris le matériau dans lequel est fait le manche, de quelle taille est le manche, est-ce qu'il y a des mitres ou pas, vous vous rappelez aussi, c'est un plein manche, s'il y en a, quel matériau elles sont, le nombre d'outils, le nombre de pièces, c'est marqué dessus, la qualité de la liège de la lame, évidemment, etc., etc. Tout le couteau, il est vraiment décrit dans un certificat. Et dernière petite chose, un certificat, il faut qu'il soit daté le jour de l'achat à la date d'achat. C'est juste pour être valide. Nous, quand on parle vraiment d'une garantie à vie, c'est une garantie à vie du couteau.
vous ai dit, le Layol, c'est multigénérationnel, si c'est junior, qu'il y a la petite abeille qui se dessoule, tout à petit derrière, tant que l'entreprise elle existe encore, il nous renvoie, on répare sans problème. À part ça, nous on peut vraiment rien faire. Si, on peut le faire, mais on va dire à titre individuel, entreprise par entreprise, en protégeant notre propre savoir-faire et notre propre travail à titre individuel, en déposant nos marques et nos logos commerciaux, tout simplement. Le petit euro comme ça, stylisé que vous avez là-haut, qu'on a sur les t-shirts que vous retrouvez sur nos lames, maintenant que vous avez fait la visite, vous savez que c'est le petit euro Honoré Durand. C'est notre logo commercial. Vous pouvez le comparer au Proco Lacoste si vous voulez. Personne ne peut s'amuser à faire un tuto ou quoi que ce soit qui ressemblerait avec un logo comme ça, parce que là, ça serait de la contrefaçon. Là, on pourrait se retourner contre, attaquer en justice, etc. Ça veut dire aussi qu'à l'inverse, si vous voyez ce petit euro frappé sur une lame, n'importe où, sur n'importe quel couteau, vous savez qu'il a été fabriqué à la gueule, vous savez que c'est vraiment dans la gueule. Pareil sur Internet, si vous tapez couteau de la gueule, sur Internet, vous avez à peu près 3 pages de Google de chinoiserie et couteaux comme ça. Nous, on est obligé de déposer notre site de vente en ligne. On n'a pas eu d'autres moyens pour protéger quelque chose un petit peu sur Internet. C'est-à-dire que le www.laiol, on a écrit bizarre, vous avez vu avec un Y, comme ça se prononce. Mais le www.laiol.com, vous êtes sûr que c'est notre site de vente en ligne. Dessus, il n'y a que des Durand à vendre, c'est que des couteaux qui sortent de nos ateliers. Voilà. Allez, je vous embête pas plus. Je vais finir avec une note un petit peu plus sympa, en vous montrant quand même le savoir-faire et la qualité de travail qu'on arrive à demander à nos artisans couteliers. Je vais vous montrer une bague de chasse qui est sortie de nos ateliers, fabriquée par un des artisans formés chez nous. C'est celle que vous avez en peinture là-haut au-dessus de la fenêtre. Sinon, vous l'avez là. Et une belle bête quand même. On a à peu près 1,5 kg, 1,7 kg de bague de chasse. Et c'est surtout que je tiens à la main 250 heures de travail à coutellerie. Pour tout le montage, certes, mais surtout pour la sculpture. Les premiers rangs en attesteront, vous avez toute la scène de chasse. Le sanglier, les chiens aux arrêts, les poils des animaux, des feuilles dans les arbres, enfin il y a tous les détails, les feuilles d'herbe, un peu de relief pour faire l'écorce. Voilà, et puis c'est de la vraie sculpture, elle vous voit à travers, ça passe, il n'y a pas de problème. Au niveau de la poignée, il a monté une dame passagère pour l'ivoire. À mon avis, 2, c'est pour ça qu'il y a la virole, on ne pourrait pas faire la jonction. Et vu qu'il était lancé, qu'il se plaisait bien dans son travail, il a été sculpté de 200 milliers au bout de la dent, d'une manière. Regardez la proportion un petit peu de la tête dans la continuité de la dent, c'est juste parfait. Et les poils, les oreilles, le coin, toutes les défenses. Donc 250 heures de travail, ça on disait, on est d'accord, c'est quand même du boulot comme quoi. Quand on prend le temps d'apprendre à travailler et qu'on a un petit peu de savoir-faire et d'envie de faire quelque chose de bien, on peut arriver à faire des belles pièces quand même. Un autre que je vous invite aussi à vous attarder 5 minutes devant, c'est celui qui est dans la bulle, entre ici et l'entrée de la forge du musée de la Forge d'Amas. Complètement notre style de couteau, ça va être un double lame pliant. Donc qui dit double lame pliant dit double ressort. Et du coup 2 mécanismes, 2 boutons pour bloquer et libérer les lames. Je vous invite à regarder la finesse du ciselage et la régularité du motif floral tout le long du coup des 2 ressorts et des 2 mécanismes. Et pour le manipuler tous les jours, parce qu'on le range le soir, je peux vous assurer qu'entre les ressorts, entre les boutons, vous ne passez pas un cheveu et il n'y a rien qui accroche. Soit on appuie sur le bouton, on fait juste ça, la lame elle descend rien que sur son poids, on le ferme, on le plie dans un chiffon, on le met dans sa place, il n'y a rien qui bouge. Et c'est des couteaux qui ont 10-12 ans, qui servent au moins tous les jours. Voilà, allez, je vous embête pas plus. Je vais vous laisser passer à l'atelier, découvrir au moins le tour de main pour façonner et polir le manche classique des couteaux Layol. Tout ce qui est petites questions qui pourraient mûrir, ben, la partie technique, vous pouvez les poser au coutelier, c'est quand même l'interlocuteur privilégié. Et tout ce qui est question un petit peu plus générale, vous n'hésitez pas en fin de visite, ce sont mes collègues ou moi-même, on sera ravis d'y répondre. Allez, je vous laisse remplir l'atelier jusqu'au bout, vous inquiétez pas, la sortie se fait par la porte au fond.